Chers amis internautes, bonjour et merci de nous retrouver sur cette émission spéciale où nous parlerons de l'éducation à la santé sexuelle, une émission réalisée dans le cadre de la deuxième phase du projet RHRN2 Bénin, un projet mis en œuvre par une coalition d'organisations, à savoir ABPF, ROAGEF Bénin, BCIP et AB Bénin, Association des blogueurs du Bénin. Alors, pour parler de ce thème, je suis sur ce plateau avec deux invités. J'ai à ma droite Monsieur Hubin Awangbasso. Monsieur Hubin, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. C'est moi. Alors, vous êtes consultant indépendant en mobilisation sociale, président de l'ONG Jeunesse, Regard et Action. En face de lui, j'ai Madame Kifayat Tokos Chabi. Vous êtes officier junior au programme Jeunes de l'ABPF. Bien sûr. Spécialiste en plaidoyer en faveur des droits en santé sexuelle et reproduction. Exactement. Alors, merci également d'avoir accepté notre invitation. Merci, bonjour, c'est un plaisir. Alors, je rappelle que vous êtes sur ce plateau grâce au projet RHRN2, un projet qui permet donc aux jeunes ou qui permet donc aux différentes associations, organisations de militer dans le cadre des droits sexuels et reproductifs. Alors, première question pour vous, Madame Kifayat, l'éducation à la santé sexuelle, qu'est-ce qu'on peut y comprendre? Merci beaucoup, monsieur le journaliste. Alors, l'éducation à la santé sexuelle. Il s'agit ici d'une approche de l'éducation complète à la sexualité qui est fondée sur les droits en santé sexuelle et reproductive et qui vise en fait à doter le jeune des compétences, des connaissances, des attitudes, aptitudes et aussi des valeurs dont il a besoin afin de décider concrètement et convenablement de sa sexualité. Il s'agit ici de décider de sa sexualité sur quel plan? Le volet affectif, le volet physique, psychique, mental, social et bien entendu le volet individuel, ce qui est propre à lui et également sur le plan relationnel. Donc, l'éducation à la santé sexuelle, c'est un complet d'informations qui est donné aux jeunes en fonction de son âge, bien entendu, et de son cadre de vie, du contexte dans lequel il est, si je peux le dire ainsi. Alors, l'éducation à la santé sexuelle, comment est-ce que ça s'organise? Surtout chez nous, ici au Bénin, on sait que la sexualité, ce n'est pas forcément un sujet ouvert à tous. L'éducation à la santé sexuelle, comment est-ce que c'est organisé au Bénin? Merci beaucoup. Vous savez, pour ma part, j'aime à dire que l'éducation, ça, c'est la base. Et l'éducation sexuelle, beaucoup de personnes ne le savent pas, mais c'est un truc qui commence chez l'enfant en temps normal, déjà même au bas âge. Déjà à 3 ans, l'enfant commence son éducation sexuelle. Il commence à comprendre que moi, je suis une fille, lui, c'est un garçon. C'est déjà un peu de l'éducation sexuelle. Et lorsque les parents prennent déjà l'enfant justement à ce bas âge-là, ils peuvent commencer par parler justement de la sexualité, des différents types de sexe, de plusieurs volets qui sont des volets d'information nécessaires à l'enfant. Donc, pour vous dire quoi, l'éducation à la santé sexuelle ne peut pas se faire juste comme cela. Toutes les informations ne peuvent pas être données immédiatement à une personne qui est dans un certain âge. Il faut que l'information soit adaptée à la personne et à l'âge, à la vie sociale également. Donc, voilà. Alors, Monsieur Hubin Awangbasso, au Bénin, on a certaines dispositions législatives qui encadrent d'une manière ou d'une autre, quand on parle d'éducation à la santé sexuelle, tout ce qui touche donc à la reproduction. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur cette disposition législative qui existe au Bénin jusqu'à aujourd'hui? Merci beaucoup pour cette question. Et comme vous l'avez si bien dit, même ce qui justifie notre présence ici, c'est cette loi-là. Et si nous remontons un peu dans le temps, on peut aller déjà en 2003 et faire référence à la loi 2003-04 du 3 mars 2003 et qui est consacrée à la santé sexuelle et reproductive. Et cette loi nous donne plein pouvoir dans son article 5 qui est consacré à l'information et à l'éducation concernant la santé sexuelle et reproductive. Et ce que nous assistons, c'est que en 2021, cette loi a été légèrement modifiée au niveau du chapitre 4. Cette loi a été modifiée
pour donner un large avantage à toute personne et surtout aux jeunes, aux filles et aux femmes de pouvoir accéder à beaucoup d'autres plateaux liés à la sexualité. Donc, alors, cette loi a créé quand même tollé dans le pays. On a surtout évoqué l'aspect avortement. Pour certains, c'est une porte grandement ouverte à l'avortement au niveau donc des jeunes filles. Qu'est-ce que vous pouvez dire concrètement par rapport à cet aspect de la chose? Vous savez, j'ai beaucoup milité pour cette loi-là. Parce que avant, lorsqu'on parlait de l'interruption volontaire de grossesse, c'était accessible dans quelques conditions. Par exemple, lorsque la vie de la mère est en danger, lorsque le fœtus porte une malformation ou lorsque c'est de l'inceste. Et donc, du coup, ces trois conditions cumulées ne permettaient pas à toutes les femmes d'accéder convenablement à leurs besoins en matière d'IVG. Ce qui fait que quand chaque année on fait le point, on constate que le nombre de décès liés à ce phénomène-là ne cesse pas d'augmenter. Qu'est-ce qu'il faut faire? Ce qu'il faut faire, c'est qu'il ne faut pas restreindre l'accès à l'IVG. Mais il faut trouver des voies et moyens pour encadrer cela. Donc, du coup, cette loi est venue comme une solution, tant entendue, pour donner maintenant la possibilité aux filles et aux femmes de ne plus aller dans les taudis, dans les couvents pour se faire avorter, mais de faire recours au plateau technique en la matière pour avoir les soins nécessaires avec les outils adaptés dans un cadre assez réglementaire pour se satisfaire. Et cette loi dit quoi? Cette loi dit que l'IVG peut être possible jusqu'à 12 semaines dans les cas où ça porte quand même un grave atteinte peut-être à l'éducation, à la formation, à l'éducation et à la santé. Ça amène la femme à la dépression, par exemple, émotionnelle et tout ça. La femme peut faire recours à l'avortement. Et l'avortement, le ministre l'a si bien dit, le jour où cette loi a été en train de passer, l'avortement sera et restera un ultime recours. Pourquoi? Parce qu'on ne peut pas se lever et dire, voilà, je suis tombé enceinte, je veux me faire avorter. Ce n'est pas ce que cette loi-là est en train de dire. La loi est en train de dire, voilà, la femme, elle tombe enceinte dans des conditions où elle n'est pas prête, où les deux partenaires ne sont pas prêts pour garder le bébé. Et elle est tombée enceinte, autant pour moi, dans une condition où ça veut peut-être mettre un frein à ses études, ou peut-être ça a sa propre santé, ou ça aura certainement une conséquence sur le budget ou son état financier. Et donc, du coup, dans la plupart de ces cas-là, vous allez remarquer que ce n'étaient pas des conditions qui étaient réservées dans la loi, dans l'ancienne loi. Donc, du coup, il faut quand même que ces personnes-là qui sont réellement décidées pour se faire avorter, quels que soient les conseils que vous donnez, quelles que soient les orientations que vous donnez à cette personne-là, elle ira peut-être en commun encore avec son partenaire se faire avorter, ou elle ira personnellement se faire avorter. Et donc, du coup, cette loi maintenant dit, venez, nous allons vous écouter pour mieux vous orienter et mieux vous servir. C'est ce que cette loi est en train de dire. Et cette loi est venue un peu comme une solution et place la santé sexuelle et reproductive comme un gâteau sur la table et demande à tous les parties prenantes maintenant qui étaient d'une manière ou d'une autre un peu réticents par rapport à la thématique de venir et d'aborder la thématique s'ils ne veulent pas certainement que leurs cibles aillent à la dérive. Donc c'est ça. Alors Madame Kifayat, est-ce que le recours à l'avortement n'est pas perçu comme une solution facile après l'échec de l'éducation à la santé sexuelle? Bon, alors déjà, avant de répondre à votre question, moi je dirais que la loi actuelle, elle n'est pas là pour inciter les jeunes à la débauche, non, mais beaucoup plus dans un but, quand je prends l'article 17 dont on est en train de parler, c'est beaucoup plus dans le but de recadrer le service d'avortement. Parce que l'avortement soit autorisé ou pas, il y a toujours des personnes qui ont recours à l'avortement. Et l'avortement clandestin est l'une des causes, malheureusement, de mortalité maternelle élevée quand même au Bénin, et surtout dans le camp des adolescentes. Donc, est-ce qu'il y a possibilité de recadrer le service? Oui.
En faisant quoi? En ouvrant légèrement l'accès afin de permettre justement de comprendre quel est le besoin qui existe, comment gérer le besoin, comment éviter que nos jeunes filles, nos jeunes sœurs, excusez-moi, aillent vraiment se tuer gratuitement juste parce qu'elles ressentent le besoin de recourir à ce type de service. Et revenons à votre question. Est-ce que ce n'est pas un recours parce que l'éducation sexuelle a échoué? C'est clair qu'aujourd'hui, on peut dire que pour beaucoup de générations actuelles, pour la plupart des générations actuelles, l'éducation sexuelle, elle a connu un échec parce que au lieu de se faire éduquer à la maison, on se concentre sur l'éducation de la rue parce que l'information n'est pas donnée à la maison. L'éducation sexuelle est tabou. Mais aujourd'hui, l'État béninois a pu recourir à un nouveau système qui justement est constitué dans l'ESS qui permet d'utiliser l'ESS et de l'adapter de façon interdisciplinaire dans les différents domaines de formation des élèves et également de l'accorder en fonction de l'âge des enfants. Donc cela nous permet déjà de dire que oui, aujourd'hui quelque chose est fait pour relever l'éducation. Mais je dirais par contre que l'avortement est un recours en cas d'échec de la méthode de contraception. Lorsque justement la méthode de contraception a échoué, oui, l'avortement peut être un recours. Mais dire que c'est parce que voilà, on sait que l'éducation sexuelle a échoué, c'est en partie cela. Et vu que si l'éducation sexuelle avait vraiment marché, si on avait vraiment donné toute l'information dont le jeune a besoin, il n'irait sûrement pas jusqu'à l'avortement, puisque je saurais déjà que avant un rapport sexuel, il faut que je me protège. Avant un rapport sexuel, s'il n'est pas protégé, j'ai recours à une méthode d'urgence, j'ai recours à ci ou à cela. Donc, tout cela, si c'était donné, c'est clair que le besoin en avortement sécurisé serait plus bas, serait beaucoup plus réduit. Alors, je reste avec vous. Lorsqu'on parle de l'éducation à la santé sexuelle, il y a des acteurs qui rentrent en jeu, parce que le jeu des enfants ne s'auto-éduque pas. Non. Alors, parlez-nous donc de ces acteurs-là et quels sont leurs rôles de façon spécifique. Alors, merci beaucoup. Aujourd'hui, quand on parle de l'éducation à la santé sexuelle, c'est beaucoup plus régi par l'INIFR. C'est une institution qui s'occupe véritablement de s'assurer de ce que l'éducation à la santé sexuelle soit bien diffusée dans le pays à l'endroit des adolescents et des jeunes. Il travaille avec des organisations de la société civile, y compris l'Association béninoise pour la promotion de la famille et d'autres associations qui œuvrent véritablement à s'assurer que tous les jeunes de notre pays puissent avoir accès à un minimum d'informations en matière de santé sexuelle et reproductive. D'où récemment la création d'une plateforme de coordination justement de l'ESS au Bénin qui est constituée des organisations de jeunes et de femmes et des organisations de la société civile qui facilitent l'accès des adolescents et jeunes à l'ESS. Donc je dirais que c'est l'INIFR qui exécute véritablement ce rôle-là de s'assurer de ce que quand même l'éducation à la santé sexuelle est accordée aux jeunes, aux adolescents et jeunes à travers le pays. Merci. Alors, M. Hubin, tout à l'heure, Kifayat parlait donc de l'ESSS. Alors, qu'est-ce qu'on peut y comprendre et surtout, quel bilan peut-on faire donc des actions dans ce sens? Justement, quand on parle de l'ESSS, l'éducation à la santé sexuelle au Bénin, il faut d'abord trouver la base qui est la loi. Et cette loi dont j'ai cité tout à l'heure, la loi 2003, qui en son article 5 a donné le droit à l'information et à l'éducation. Et sur cette lancée, beaucoup d'actions ont été menées par les organisations, le gouvernement, les bailleurs. Beaucoup de choses ont été faites. On peut reconnaître l'application, par exemple, Ado Santé de l'ABPF, qui offre un éventail de services épiques aux jeunes en matière de santé, de reproduction. On peut reconnaître, par exemple, l'application Ma Vie, Mon Choix. Il y a beaucoup de UNFPA. Il y a beaucoup d'initiatives qui ont été déployées pour l'accessibilité des jeunes à l'éducation à la santé sexuelle. Mais ma plus grande crainte, c'est quoi? Nous avons beaucoup de packages d'initiatives qui sont déployés. Mais en réalité, quel est le contenu qui est diffusé aux jeunes? Quel est le contenu qui est initié dans les curricula de formation? Aujourd'hui, vous allez dans les écoles,
quelle est la compétence ou la qualité de l'enseignant qui a été formé pour dispenser ce cours-là dans ces classes. Est-ce que l'enseignant est par exemple pro-choix sur la question de l'IVG? Parce que par exemple pour l'enseignant, il est réservé sur la question et il est carrément contre. Il est carrément contre. Et ça sera compliqué pour lui, par exemple, de donner les informations nécessaires. Alors que, par exemple, la question de l'IVG ne doit pas être, genre, gardée pour soi-même. Nous allons parler de la contraception, par exemple. La contraception, peut-être l'enseignant ou l'activiste qui a reçu la formation nécessaire, sa religion ne lui permet pas de parler convenablement de la contraception. Ce qui fait qu'il y a beaucoup d'activistes, il y a beaucoup de packages, il y a beaucoup d'initiatives qui sont déployées, mais le contenu n'est pas servi comme cela devait être servi. Donc, c'est la lecture globale que je fais et je pense que c'est l'un des défis qui se positionne devant nous aujourd'hui pour l'accessibilité des jeunes à l'éducation, à la santé sexuelle. Alors, tout à l'heure, il a évoqué un aspect, la religion. On sait qu'on est en Afrique, surtout au Bénin, culture, religion, santé, éducation à la santé sexuelle ne font pas forcément bon ménage. On sait un peu dans certaines familles, ce sujet reste quand même assez tabou. Alors, est-ce que on va dire que la religion où nos cultures endogènes restent donc un frein à l'éducation, à la santé sexuelle? Merci beaucoup. Personnellement, je ne dirais pas oui. Je dirais que au-delà de la religion, c'est notre personne même qui est atteinte, c'est nous-mêmes qui avons peur. Les parents, au-delà du volet religieux, présentent quand même la sexualité dans un état d'hypocrisie donné. C'est un sujet qui reste voilé. Que les parents soient religieux ou pas, ils peuvent me mettre athée. Je vous assure que parler de la sexualité, ce n'est pas aisé pour un parent de le faire avec son enfant, surtout quand la crainte, on pense que quand on en parle, c'est ça qui pousse l'enfant à la débauche. C'est ce qui pousse justement l'enfant à la débauche. C'est ce qu'on se dit. Alors qu'en fait, par exemple, je prendrai mon exemple personnel, j'ai entendu parler de santé de reproduction à l'église. À la base, j'avais 11 ans et on avait l'opportunité d'avoir une maman qui nous parlait de la santé de reproduction. Bien vrai, l'information n'était pas complète parce que l'information est donnée de sorte à ce qu'on puisse t'expliquer que ceci est bien, ceci n'est pas bien. Donc, fais ce qui est bien, ne fais pas ce qui n'est pas bien. Mais sans pour autant te dire pourquoi ça, ce n'est pas bon. Alors que l'éducation à la santé sexuelle, l'éducation complète se veut être vraie. Elle se veut sans tabou, sans vérité cachée. Donc aujourd'hui, qu'on me dise que la religion, est-ce que c'est un frein? Oui, un tout petit peu, mais nous avons l'opportunité aujourd'hui d'avoir de grands leaders religieux qui se lancent dans la lutte pour l'accès des jeunes à l'éducation à la santé sexuelle parce que justement, ces personnes ont compris l'importance de l'éducation à la santé sexuelle. Et ces personnes-là, ces leaders religieux-là, nous avons l'opportunité de les former sur l'éducation à la santé sexuelle avec l'association béninoise pour la promotion de la famille. Ça se fait et cela permet justement de leur faire voir pourquoi est-ce que l'éducation à la santé sexuelle est nécessaire. Et lorsque eux-mêmes, dans leur communauté, voient l'éducation à la santé sexuelle être implémentée et qu'ils voient le changement que cela apporte dans les populations au niveau des jeunes, ils se rendent compte que mais si tant est qu'il y avait eu cela depuis longtemps, il y a beaucoup de choses qui auraient pu être évitées. Donc que ce soit du volet, du côté animiste de la religion, du côté chrétien, du côté musulman, aujourd'hui de nombreux leaders religieux comprennent l'importance de l'ESS dans leur communauté et n'hésitent pas à soutenir. Pas plus tard qu'en décembre passé, nous étions à Parakou, on a eu à travailler avec le roi de Parakou et on a pu parler véritablement de pourquoi est-ce qu'il faut parler de l'éducation à la santé sexuelle et cela a apporté un plus parce qu'il s'est engagé lui-même à soutenir justement l'ABPF dans ses actions à l'endroit de sa communauté, que ce soit pour le volet contraception que pour l'éducation. Merci. Alors, Monsieur Hubin, éducation à la santé sexuelle, religion, culture, comment on brise le tabou? Brise le tabou, déjà Kifayat a dit beaucoup de choses. Vous allez voir,
la sexualité, pendant longtemps, beaucoup ont pensé que c'est un tabou en Afrique. Mais en réalité, ce n'est pas un tabou. Parce que nous-mêmes, nous nous sommes mis des barrières dans l'appellation de certains mots qui ne nous permettent pas de discuter de la sexualité. Il y a un mot, par exemple, enfant, en 3 lettres. Quand je vais dire tout à l'heure, tout le monde va commencer par rire. Mais je le dirai exactement enfant et tout le monde va rester calme. C'est la façon dont nous appelons les choses qui font que l'information n'est pas diffusée. Et lorsque je prends la plupart des cultures, vous allez trouver à la base la religion. Ce qui voudra dire que la religion est à la base de plusieurs cultures. Et cette religion, quelle est l'information que ça véhicule? On nous dit que lorsque la fille a ses règles, que lorsqu'elle va trouver un garçon, que lorsqu'un garçon va l'appeler et qu'elle ira chez le garçon, qu'elle va tomber enceinte. Ça fait quoi? Ça fait que la fille n'a pas directement la notion du non. La fille a la notion de dire mon corps est un danger pour moi. Donc du coup, la fille ne sait pas dire non quand est-ce qu'il faut dire non. Donc du coup, c'est en cela que moi je dirais directement que la religion et la culture est un frein pour l'éducation à la santé sexuelle, tout simplement parce que elle ne permet pas de donner l'information correctement, en bonne et due forme aux jeunes, aux enfants, et elle permet de donner l'information selon ce que eux ils veulent. Alors que ça ne devrait pas être ça. Et lorsque l'enfant, en grandissant, découvre d'autres informations ou découvre des informations qui sont plutôt contraires à ce que la religion a commencé et l'a donné dès le bas âge, ça bouleverse l'enfant. Et l'enfant commence par faire des choses. Et c'est en cela que les gens disent que voilà, l'éducation, ça amène l'enfant à la débauche, que ci, que ça. Mais je dirais oui parce que aujourd'hui, la plupart des leaders religieux ont compris qu'il faut se mettre dans la danse pour sauver des vies. Donc du coup, dans ce sens-là, après les ateliers, après les formations, moi, ma crainte a toujours été, quelles sont les initiatives personnelles que ces leaders religieux font dans leur communauté pour la durabilité des acquis que eux ils vont prendre dans les ateliers ou dans les séances de sensibilisation. D'où urgence d'élaborer des agendas personnels avec ces leaders religieux pour déployer des initiatives beaucoup plus communautaires, concentrées autour de ces leaders religieux, autour de leur entourage pour impacter véritablement les communautés. Alors, lorsqu'on parle d'éducation à la santé sexuelle, il y a un acteur clé. Je veux parler donc ou je dirais des acteurs clés. Je veux parler des parents, papa, maman. On sait que c'est la base avant donc d'aller à l'école, avant d'aller au niveau des églises et tout. Alors, dans cette situation, le rôle des parents est un peu délicat. Mais pour ce qu'on voit, on peut dire, sans se tromper, que les parents, surtout sous nos cieux, ne jouent pas véritablement leur rôle. Est-ce que vous êtes d'accord? Je dirais que c'est cela. Aujourd'hui, on assiste vraiment à une fuite de responsabilité des parents, parce que quand on dit éducation, j'ai l'habitude de le dire, c'est un complet d'informations que vous devez donner à l'enfant. Quand je suis parent et que j'apprends à mon enfant que lorsqu'un étranger vient, il faut dire bonjour, je suis également censée dire à mon enfant que lorsqu'un étranger est là et qu'il te touche d'une certaine façon, viens me le dire, n'aie pas peur. Mais le parent ne le dira pas. Parce qu'il n'a pas cette facilité-là. Il se dira qu'en disant cela, je pousse l'enfant à être impoli. Il se dira que je lui dis que donc quelqu'un peut te toucher et tout. Et pendant qu'on est en train de vouloir garder certaines choses pour soi, les enfants sont victimes justement d'abus, d'attouchements qui ne leur font pas plaisir. Mais ils ne savent pas qu'ils ont également le droit d'aller voir le parent et de se plaindre de ce qui est en train de leur être fait. Ce que je veux faire remarquer par là, c'est quoi? C'est que en tant que parents, notre devoir n'est pas juste d'être des vecteurs, de donner juste l'argent pour que l'enfant aille à l'école et qu'il revienne à la maison, lui donner à manger, à boire et tout. Non, notre rôle également, c'est de l'éduquer sexuellement pour que lui-même, à un moment donné, soit en mesure de prendre des décisions véritables, concises pour sa sexualité.
C'est ce pourquoi quand je prends la définition de l'éducation à la santé sexuelle, je dis que ça permet de donner à l'enfant les compétences et les valeurs dont il a besoin pour prendre des décisions convenables pour sa sexualité. Que ce soit le volet individuel par rapport à sa personne, comme le volet relationnel par rapport à l'autre. Lorsque, par exemple, une maman se dit que oui, la fille, elle est attachée à son père, c'est vrai, on a l'habitude de le dire, la fille est attachée à son père, le garçon, il est attaché à sa mère. Mais quelle est la facilité que le garçon a de parler de sexualité avec sa maman? Quelle est la facilité que la fille a de parler de sexualité avec son père? Mais par contre, quand toi, la maman, tu prends ton enfant, tu lui parles de la sexualité. Peu importe ce qui se passera, tu seras sa première confidente. Et les mamans qui ont réussi ce challenge-là, vous verrez que l'éducation de leur enfant est assurée. Les enfants les prennent comme premier confident. Je vous donne un petit exemple de quelque chose qui s'est passé, ne serait-ce qu'hier, dans la zone de Verdocor. Une fille qui se fait, elle est en classe de seconde, elle se fait battre par sa maman qui est coiffeuse pratiquement tout le temps. Lorsque la maman revient, elle demande au petit garçon qui est là, qu'est-ce qui s'est passé? Le petit garçon, il raconte la journée, on prend la fille, même à 2 h du matin, on la frappe. Elle est tombée sur un jeune garçon qui lui a montré que bon, en fait, en dehors de frapper, il y a quelque chose d'autre qu'on peut appeler de l'amour. Et moi, je peux te donner un peu d'attention. Et cette attention-là, qu'elle requiert, qu'elle devrait recevoir des parents, elle l'a reçue d'un homme. À ce moment-là, quand cet homme qui lui donne cette petite attention-là, lui demande de se coucher, elle va se coucher. Elle va se coucher. Et quand la fille, elle est rentrée, on parle de grossesse et tout, elle n'avait il n'y avait pas de prise de conscience parce qu'elle avait l'impression de se libérer justement des parents en tombant enceinte. Alors qu'en fait, elle a un avenir qui aurait pu être radieux devant elle. Donc le parent a un devoir d'être à la fois parent, ami, confident. Voilà. C'est le rôle qu'on a accompli. Alors, Monsieur Hubin, on dit la nature a horreur du vide. Lorsque les parents ne veulent pas véritablement assumer leurs responsabilités, il n'y a que les réseaux sociaux s'invitent dans la danse. Et aujourd'hui, ça devient assez compliqué parce que le travail se fait désormais en 2 étapes. Il faut faire comprendre à l'enfant que tout ce qu'il lit, tout ce qu'il écoute et tout ce qu'il voit sur les réseaux sociaux n'est pas ce qui doit être, avant maintenant de lui dire ce qui doit être. Alors, comment est-ce qu'on gère cette situation dans un contexte où les enfants, même s'ils n'ont pas l'opportunité ou l'occasion de discuter avec les parents, c'est plus facile pour eux de discuter avec des gens, des inconnus entre griffes sur les réseaux sociaux. C'est facile pour eux d'aller consulter des contenus qui forcément ne vont pas leur permettre d'avoir des informations justes sur la santé sexuelle. Okay. Merci beaucoup. Je vais d'abord faire un tour sur la question de Kifayat pour dire qu'au Bénin, nous faisons depuis un bon moment un travail remarquable pour l'accessibilité des jeunes à la composante nécessaire de la santé sexuelle. Aujourd'hui, le Bénin dispose d'un guide, le guide de la conduite du dialogue parent-enfant, qui est au niveau du ministère des Affaires sociales et de la microfinance. Et ce guide montre de A à Z la façon dont les parents peuvent conduire le dialogue avec les enfants. Même si ce n'est pas partagé, le contenu n'est pas totalement partagé de tout le monde, on peut être d'abord fier qu'il y a un travail qui est fait et sur cette base, on peut faire beaucoup de choses. Donc, les parents, en plus de la situation économique du pays, ne doivent pas confier seulement l'éducation des enfants à la rue ou à l'Internet. Et vous m'avez posé la question de savoir comment on gère cette situation. Aujourd'hui, avec l'association des blogueurs du Bénin, les activistes, la majeure partie des activistes ont des blogs. Et à travers ces blogs, à travers ces articles de blog, nous essayons quand même de donner les informations fiables et de créer des webinaires en ligne, des séances en ligne, des tweet space pour regrouper les jeunes à travers des espaces jeunes en ligne pour leur parler sur ce qui est normal, ce qui est vrai et ce qui est réel. Et après avoir donné ces informations-là, nous partageons des liens
des sites qui peuvent partager ou qui donnent les informations réelles avec ces jeunes-là, pour qu'au moment opportun, lorsqu'ils découvrent des informations, ils peuvent à leur tour aller maintenant sur ces sites-là, vérifier si c'est la bonne information ou pas. Aussi, nous apprenons aux enfants et aux jeunes à utiliser les moteurs de recherche pour avoir des informations fiables en matière de sexualité. Alors, Madame Kifayat, c'est vrai, il faut faire de l'éducation à la santé sexuelle, mais après, le jeune homme, la jeune fille, quel est l'intérêt pour lui ou pour elle donc d'avoir accès à cette éducation-là? Comment on fait pour faire comprendre aux jeunes qu'ils doivent avoir accès à l'information en termes de santé sexuelle? Comment on fait pour leur faire comprendre que c'est important pour leur santé? Merci. Déjà, je vous dirais que de mon expérience sur le terrain, les jeunes ont soif de l'information. Alors, la plupart du temps, on n'a pas besoin de convaincre le jeune de ce que, voilà, c'est une information qui est utile pour toi, viens, parce que lui-même, il est à la recherche de cette information. Il veut comprendre. Qu'est-ce qui se passe dans mon corps? Pourquoi j'ai tel et tel changement? Il veut comprendre pourquoi je suis attirée par telle personne et non pas par telle personne. Donc, il y a toutes ces questions-là qui se déploient. Le qui, le quoi, le pourquoi, le comment, le où. Et donc, on veut avoir l'information. Et quand on vient justement pour ces sensibilisations-là, c'est assez facile quand même de mobiliser justement les adolescents et jeunes pour leur donner de bonnes informations. Et je vous dirais, au-delà de cela, pourquoi je dis encore que le jeune est motivé, il a envie de connaître, de comprendre. Nous organisons souvent des Twitter Space avec le MAGE, l'association des blogueurs du Bénin. Le ROAGEF aussi organise des activités du genre. Et ces activités permettent quand même d'avoir un espace où il n'y a que des jeunes qui ont l'opportunité de parler de la santé de reproduction et des différentes composantes comme le genre, la diversité, les relations interpersonnelles, les SSR, VIH, SIDA et autres. Et à ce moment-là, vous comprenez que oui, l'information ne circule pas forcément. Oui, la personne a soif de l'information, mais quelle est la bonne information? Et vous vous rendez compte également de ce que les mauvaises informations circulent beaucoup. Vous prenez 10 filles aujourd'hui en ville, vous leur demandez comment recourir à un avortement. Tout au moins, avant de quitter là, vous aurez 7 stratégies d'avortement. Non sécurisées. Voilà, non sécurisées. Et où est-ce qu'elle a appris ça? C'est maman ou bien c'est papa qui a parlé de ça? Non. C'est YouTube. C'est la rue. Voilà, c'est la rue. Donc, sur les réseaux sociaux aussi, aujourd'hui, en retombant sur ce que Hubin disait tout à l'heure, il faut revoir la qualité de l'information. Et c'est en cela que je félicite le travail qui est mené par les organisations de jeunes aujourd'hui, le MAGE, le Mouvement d'Action des Jeunes, l'Association des blogueurs du Bénin, qui essayent de rehausser la bonne information sur les réseaux sociaux en la mettant presque partout. Et les différentes applications qui sont créées, quand je prends Ma Vie, Mon Choix, quand je prends Ado Santé, ce sont des applications qui permettent à n'importe quel jeune lambda qui a un téléphone Android d'avoir le complet d'informations en santé sexuelle et reproductive. Chacune de ces applications-là aborde les 7 composantes de l'éducation à la santé sexuelle. Donc, même vous, lorsque vous prenez cette application, vous la téléchargez et que vous finissez le complet, puisque c'est des jeux, c'est justement ce qui est bien. On utilise une stratégie que tout le monde aime, c'est-à-dire que ce soit un adulte, que ce soit un jeune, et jouer, c'est ce qu'on a envie de faire. Et donc, on regarde des petites vidéos ou bien c'est un jeu auquel tu es en train de jouer qui te permet d'avoir le nécessaire en matière de sexualité pour pouvoir prendre toi-même des décisions réelles, des décisions sûres pour ton avenir et pour ton bien-être personnel. Alors, il y a un aspect qui échappe souvent aux parents. Déjà, il n'assure pas, et lorsque le danger vient, je veux dire, lorsque la fille tombe enceinte, elle enfante très tôt, mais on ne prend pas le soin, c'est-à-dire le mal est déjà là, mais il y a après le mal. Il faut toujours encadrer la fille et lui faire comprendre que tu as fait une erreur, mais voilà ce qu'il fallait faire, Et ça devrait permettre donc à la fille, parce qu'elle est appelée à avoir un foyer après. Mais généralement, les parents
quand ça se produit comme ça, soit c'est qu'on renvoie la fille, on lui demande de rejoindre le garçon. Il n'y a pas un suivi derrière après. Voilà. Alors, comment est-ce que ça doit pouvoir se faire? Est-ce qu'il y a un cadre qui est tracé pour que les parents puissent savoir que, d'accord, le mal est fait, mais après, il faut suivre la fille. En fait, moi, je pense personnellement que ça fait partie des défis aujourd'hui pour les parents parce que tomber enceinte précocement n'est pas forcément la fin du monde. Il y a une vie qui existait avant la grossesse et il y aura forcément encore une autre vie après la grossesse, d'où la responsabilité des parents est encore impliquée en jeu. Parce que lorsque l'enfant qui tombe enceinte et qui fait un enfant, n'est pas financièrement stable, les charges reviennent à qui? Les charges reviennent d'une manière ou d'une autre aux parents parce qu'on dit enfant que un enfant ne fait pas quelque chose sur les cuisses et puis on coupe, on lave ça. Donc d'une manière ou d'une autre, les charges reviennent encore aux parents. D'où la nécessité pour les parents maintenant de travailler à la reconversion socio-professionnelle de ces jeunes filles-là ou de ces jeunes garçons parce que le jeune garçon qui est enceinte aussi est en difficulté hein, et la jeune fille aussi qui est tombée enceinte est en difficulté. D'où la nécessité pour les parents aujourd'hui de se rendre compte de l'urgence de travailler sur la reconversion et la vie après grossesse de ces jeunes-là pour leur permettre d'être stables professionnellement, d'être stables psychologiquement pour permettre le développement de la famille et du bien en général. Alors, on parle de briser le tabou, on demande aux parents d'aborder le sujet, mais il y a toujours la crainte, est-ce que finalement, ce n'est pas une porte qu'on ouvre et qu'on envoie les jeunes à la débauche. C'est ça la crainte véritable des parents, justement. Exactement. Et maintenant qu'on leur demande de ne pas avoir peur d'y aller, est-ce que la crainte est toujours quand même là? Je ne pense vraiment pas. Alors, déjà, tout à l'heure, Yvain parlait justement du document, du guide de dialogue parents-enfants. Lorsqu'un parent a l'opportunité d'avoir ce guide-là, je peux vous assurer que pour conduire l'éducation sexuelle complète de son enfant, il peut être sûr de bien le faire s'il suit correctement les directives qui sont données. Vous savez, quand on parle d'éducation à la santé sexuelle, tout le monde se dit, voilà, c'est un trait à la débauche, c'est une ouverture et tout. Mais moi, je dis non. Je dis que ce n'est pas du tout le cas. Il s'agit de conscience, il s'agit d'ouverture d'esprit. Que je donne l'information ou pas à mon enfant, il aura l'information. D'une manière ou d'une autre. Mais quelle est l'information que l'enfant a? Où est-ce qu'il prend cette information? Je dis à mon enfant, il ne faut pas s'approcher d'un homme parce que justement, ce n'est pas une bonne chose. L'homme, il te fait du mal. Je vais prendre l'exemple, la crue comme ça. Les hommes, ils font du mal. Donc, vu que tu as déjà commencé par avoir les menstrues, il ne faut pas t'approcher des hommes. Tu vas tomber enceinte si jamais tu t'approches d'un homme. J'ai eu des camarades de classe comme ça qui, lorsqu'elles ont eu leur première menstruation, se sont mises à pleurer parce que elle a eu les menstrues et un garçon est venu s'asseoir à côté d'elle. Et c'est que, non, je suis enceinte maintenant, je suis enceinte. Ou bien que les premières menstrues sont venues et on se dit, ah, ou bien c'est parce que la fille se dit, c'est que je suis enceinte. Donc voilà, j'ai les menstrues parce que je suis enceinte. Et vous voyez, si ce manque d'information-là peut faire que, par exemple, parce que, voilà, la fille a dit qu'elle est enceinte, je me souviens de cette amie qui a retrouvé ses menstrues comme ça et elle a refusé d'aller à la maison. Elle est restée dehors, on l'a cherchée partout. Les parents sont venus chez nous autres parce que, voilà, est-ce que tu as vu ta copine? Je dis, elle était à l'école avec moi, elle s'est tachée, elle a dit qu'elle veut rentrer, mais elle n'est pas rentrée. Parce qu'elle se dit, si ma maman me voit avec le sang là, elle va me tuer. C'est justement, elle ne l'a pas préparé. Elle ne l'a pas préparé. Alors que normalement, avant les menstrues, la fille doit déjà savoir que, voilà, à un moment donné de ma vie, je vais devenir femme, je vais avoir des menstruations, ce n'est rien de grave. Au contraire, il faudra juste que je prenne un peu plus soin de moi. Papa doit pouvoir lui dire, bah chérie, il faut que tu prennes plus soin de toi maintenant. Il faut que tu vérifies ton hygiène, il faut que tu fasses ceci ou cela. Maman doit pouvoir lui expliquer chaque détail de sa toilette intime. Mais c'est des trucs dont les parents ont peur. Ok, va vite te laver. Ou bien la fille, elle est menstruée, on crie dans la maison. Et la fille, elle est traumatisée parce qu'elle se dit, c'est grave, il y a quelque chose qui ne va pas. Et le jeune garçon, c'est pareil. La première fois que peut-être il y a comment appelle-t-on
la première fois que le jeune garçon éjacule, ou bien lorsqu'il se lève, comme on a l'habitude de le dire, alors qu'il dort, il se réveille, la maman vient voir, elle crie. Il se dit, c'est grave, j'ai fait quelque chose de grave. Alors que c'est un phénomène naturel. Alors, si tant est qu'en tant que parent, moi, je ne discute pas avec mon enfant, et qu'au dehors, mon garçon, parce que peut-être maman a crié à la maison, moi j'ai entendu, j'ai fait comme si de rien n'était, parce qu'en tant que papa, je fuis mes responsabilités. Arrivé à l'école, ses amis vont lui dire, quoi? Ah, c'est tout ce qui s'est passé. Non, tu sais, tu peux prendre des petites séries pornographiques, tu peux faire ceci, tu peux faire cela. Et lui va se dire que, ah, mes amis, ils m'aiment, parce que mes amis, ils me parlent. Et lorsqu'il ira à la maison, qui va peut-être commencer avec la masturbation ou d'autres choses, il aura du plaisir. Ou bien la fille aussi aura du plaisir, elle va se rendre compte que mais papa ou bien maman m'avait dit qu'il n'y a pas de plaisir là-dedans, alors qu'en fait, c'est faux. Donc, c'est ce que eux ils trouvent dedans. Et la fille commence par se dire, je suis plus maligne que les parents. Alors que notre idée, c'est que la fille se dise, maman sait ce qu'il faut pour moi. Maman me donne l'information. C'est la fille, quand vous avez une fille qui va à l'école et que ses camarades parlent et disent que oui, il faut sortir avec des garçons, ou bien quand tu as les menstrues, c'est ci, et que la fille dit non, c'est pas cela, c'est ceci. Qu'elle le dit avec confiance. Et que ses camarades de classe se rendent compte que oui, elle connaît. C'est un plus pour elle. Mais lorsque maman a dit que si tu as les menstrues, tu t'assieds à côté d'un garçon là, tu vas tomber enceinte. Qu'elle va à l'école, qu'elle le dit et que toutes ses camarades se moquent d'elle. Qu'est-ce qui s'est passé? La confiance vis-à-vis de la mère ou du parent diminue. Se dit que maman ne lui donne pas la bonne information. Et donc, peut-être qu'un garçon l'a dragué ou lui a envoyé une lettre. Moi, ma première lettre d'amour, c'est encore avec ma mère. Mais si tant est que quand je lui ai remis ça, elle s'est mise à me crier dessus, c'est clair que demain, si quelqu'un me dit quelque chose, je ne vais pas montrer à la maison parce que moi, je ne veux pas qu'on me crie dessus, je ne veux pas qu'on me frappe. Mais si de la façon dont ma maman, elle m'a prise, elle m'a dit, ah, c'est une lettre d'amour, d'accord. À qui t'a envoyé ça? Elle a pris, on a lu ensemble. Elle dit, mais là, il a fait beaucoup de fautes, hein, le garçon là. On a corrigé les fautes ensemble. Et c'était vraiment marrant parce que ça m'a permis de me sentir en confiance. Nos parents doivent comprendre que leurs enfants doivent avoir confiance en eux. Tu es parent, tu es le premier confident de ton enfant. Et tu lui donnes la bonne information pour qu'il n'aille pas dehors recevoir la mauvaise information. Et pour qu'il ne se dise pas, ah papa, il ne me dit pas tout. Ou bien maman ne me dit pas tout, j'ai besoin de plus. Alors, la confiance. Comment on crée cette confiance-là entre enfants et parents et même entre jeunes et organisations qui militent donc en faveur de l'éducation à la santé sexuelle? Je pense que c'est pas le dialogue. Seul le dialogue pourra nous permettre de pouvoir faire asseoir cette confiance-là. Parce que si je vais me baser sur ce que Kifayat a dit tout à l'heure, vous allez constater sur la toile, il y a une chanson qui circule. Maman, tu m'as trompé. Oui, il y a une chanson qui circule comme ça. Lorsqu'on écoute directement cette chanson sur la forme, on peut juger l'artiste. Mais lorsqu'on ira en profondeur, on verra qui a réellement un problème de fond qui est là. Et c'est ce problème de fond que beaucoup de jeunes retrouvent dans la vie en général. Moi, par exemple, comment j'ai découvert la sexualité? C'est à l'école, au cours primaire, quand tu viens en classe, tes amis te demandent si toi, tu as vu le liquide. Si tu n'as pas vu le liquide, toi, tu peux pas rester dans le rangé, en fait. Donc, tu n'es pas un homme. Oui, tu n'es pas un homme, donc tu peux pas rester dans le lot. Donc, tu es obligé de demander, mais comment faire pour retrouver carrément. Voilà. Donc, lorsque tu demandes ça, on te donne les astuces. Donc, quelles sont ces astuces-là? Lorsqu'on te donne ces astuces et tu viens à la maison, tu pratiques. Lorsque tu pratiques et tu constates que tu as vu le liquide, alors là, tu viens, tu dis, ah, moi aussi, je l'ai vu. Et ça devient... Alors que... Et c'est dans ces conditions. Dans ces conditions, le jeune garçon même, qui a découvert la sexualité dans ces conditions, peut facilement attraper une infection parce que ce n'est pas dans des conditions hygiéniques. Donc, du coup, c'est comme ça beaucoup de jeunes ont découvert la sexualité alors que déjà à la maison, comme Kif l'a dit, ces enfants peuvent avoir accès à des informations fiables. D'où j'attaquais dès le début la qualité de l'information. Parce que le parent même qui veut donner l'information à l'enfant, quel est le niveau de compréhension du parent sur la question? Voilà. Donc, aujourd'hui, moi, je me réjouis du fait que qui seront les parents de demain? C'est les jeunes. Et si aujourd'hui, nous ratons encore l'opportunité
de mieux informer cette jeunesse, c'est que nous aurons des générations plus pires que ce que nous avons aujourd'hui. Parce que la jeunesse mal formée d'aujourd'hui nous donnera certainement des parents sous-informés qui n'auront pas forcément la bonne information à donner aux enfants. Donc, la débauche va s'installer. C'est ça. Kifayat, quelle stratégie adopter pour créer un environnement de confiance entre jeunes, enfants, parents et acteurs donc, de l'éducation à la santé sexuelle? Je pense que, comme Ibn l'a dit, c'est déjà établir un environnement de confiance entre l'enfant et les parents. Faire en sorte que l'enfant ne se sente pas lésé, qu'il retrouve l'environnement affectif qu'il faut à la maison. Et c'est ce pourquoi, quand je prends les cours de parenté responsable qui se font dans les centres sociaux éducatifs, je me dis que c'est nécessaire parce que, en tant que parent, on doit être responsable. Et aujourd'hui, vous allez voir que nous assistons à un phénomène de mères célibataires que beaucoup de personnes déplorent sur les réseaux. Et on se dit que oui, c'est grave, c'est si. Mais c'est justement que la parenté responsable, elle est ratée. Il y a eu un problème à un niveau donné. Il y a un père qui peut mettre, par exemple, une fille enceinte et décider de ne pas assumer ses responsabilités. Il décide de ne pas envoyer les fonds pour l'écolage de l'enfant. Dans certains cas, il a même le soutien de ses parents. Exactement. Voilà. Qu'est-ce que nous faisons de la parenté responsable? Qu'est-ce que c'est que être un bon parent? Les parents aujourd'hui, parce que si j'ai un fils qui a enceinté l'enfant d'autrui et qui n'assume pas, et moi-même je suis là, je ne dis rien, c'est que moi-même déjà à la base, j'ai un problème d'éducation. C'est ça. Vous voyez, c'est pour ça que je dis que l'éducation, peu importe ce qu'on dira, elle est ratée à un niveau donné. Aujourd'hui, il nous faut essayer de rattraper le tir. Et moi, je mets l'accent sur la parenté responsable. Et l'enfant, le jeune, doit être préparé à être un père ou une mère responsable. Et comment on est un père responsable? Comment on est une mère responsable? Pourquoi est-ce qu'il faut attendre quand même avant de faire son premier enfant? Pourquoi est-ce qu'il faut attendre d'avoir une situation? Le jeune ne le sait pas. C'est ça. On lui dit ne va pas à l'acte sexuel, mais pourquoi je ne vais pas à l'acte sexuel? On ne nous dit pas. On ne me dit pas. On te dit juste. N'y va pas. Il y a non si. Alors qu'à côté, il y a ses amis qui se vendent d'avoir. Les amis le font. Les amis n'ont pas de conséquences, mais qu'est-ce que les amis font pour ne pas retrouver ces conséquences? Et c'est dans cette curiosité, lui, il va découvrir maintenant pour trouver les conséquences. Pour ma part, je me dis qu'aujourd'hui, les parents, c'est vrai, ils ont un rôle à jouer. Les organisations de la société civile qui ont l'opportunité ou la grâce d'avoir des centres socio-éducatifs, je vais parler de l'ABPF, l'ABMS et plusieurs autres centres de jeunes, et les centres de promotion sociale même, ont un devoir de responsabilité d'éduquer les jeunes d'aujourd'hui à être de bons parents de demain, pour qu'on ne continue pas d'assister à tout ce que nous voyons là. Un jeune homme enceinte une fille lui dit va voter avec facilité. Avec facilité, sans même mais avoir pourquoi? peur. Parce que justement il se dit que c'est normal, c'est logique. Il y a un problème là de responsabilité et d'éducation que nous devons forcément trouver une solution pour régler. Alors je reste avec vous. Aujourd'hui, il y a beaucoup d'organisations qui travaillent dans le secteur. Mais après, on observe aussi que souvent, chacun est dans son couloir, alors qu'on parle tous de la même chose. Alors, quelle est la stratégie qui doit être adoptée au niveau donc, de ces organisations-là pour qu'on ait une synergie d'action, pour que le jeune soit sûr que ce qu'il reçoit comme information d'une organisation X, c'est la même que l'organisation Y lui donne. Ou encore, ça doit lui faire plus facile de voir organisation X, organisation Y se mettre ensemble pour lui donner une et unique information. Exactement. Je pense qu'aujourd'hui, les organisations de la société civile, les organisations de jeunes et de femmes doivent se concentrer sur la synergie d'action. Parce que je vois par exemple des écoles où peut-être une telle organisation est passée cette semaine, demain c'est une autre organisation qui passe et l'information n'est pas forcément la même. C'est vrai que l'information, elle essaye tant bien que mal d'être juste, mais elle n'est pas forcément bien transmise. Voilà. Et je pense que c'est d'une part l'une des raisons qui me pousse à féliciter justement le ministère de l'Enseignement qui exige désormais une autorisation
Désormais, pour que vous alliez en tant qu'organisation dans une école, il vous faut une autorisation du ministère. Et justement, il faut aussi un suivi du ministère parce que on va avec vous sur le terrain, on voit qu'est-ce que vous donnez comme information. Est-ce que c'est la bonne façon de faire? Et c'est sur cette base-là, peut-être que vous obtenez l'autorisation, on vérifie vos papiers, il y a plusieurs pièces justificatives et tout. C'est vrai que la procédure jusqu'ici, elle est longue. On espère qu'elle sera beaucoup plus, on peut dire, beaucoup plus facilitée pour les organisations de jeunes et de femmes parce que voilà, on fait quand même quelque chose de bénévole pour le bien-être de la population. Mais il faut dire que cette action-là, par exemple, elle est bien parce que ça nous permet de savoir que c'est vraiment la bonne information qui est diffusée, qui est circulée. Maintenant, quand on parle de synergie, je vois aussi la synergie beaucoup plus sur le volet du plaidoyer. Pendant longtemps, on a mené le plaidoyer pour la loi sur la santé de reproduction. Pendant longtemps, chaque organisation se lève, va faire son plaidoyer. Celui-ci va voir le ministère, celui-ci va voir le DC, c'est que chacun fait pour lui. Alors que quand on se met ensemble, on sait que celui-là est aidé à aller vers le DC. Donc celui-ci est parti chez le ministre. À quel niveau on est dans l'avancée du plaidoyer? Et je dirais que si aujourd'hui justement la loi elle a été votée, c'est parce que la synergie d'action a été accrue au niveau des organisations de la société civile. Il y a certes des organisations qui ont fait beaucoup plus que d'autres, mais il y a quand même eu cette synergie d'action-là. Et aujourd'hui, dans nos localités, dans nos communautés, quand on parle des leaders religieux et communautaires, notre devoir est de nous assurer que quand on va vers eux, on va en synergie. Parce que le leader qui voit 3 organisations réunies ensemble, qu'il connaît séparément, qui vient lui dire « Ah, on a réfléchi et toutes nos têtes là se sont entendues pour dire qu'il faut faciliter l'accès des femmes aux méthodes contraceptives. » Ce leader aura beaucoup plus de facilité de dire oui. Mais quand tout le monde se dit que si la loi est votée, ce sera pas moi, ce sera pas moi, ce sera mon actif. Non, ça ne marche pas comme ça. Il faut que ce soit l'actif de tous. Parce que c'est une lutte pour tous. Pour pouvoir obtenir quand même le bien-être de toute la communauté, de toute la population. Alors, les bailleurs, quel doit être leur rôle dans ce combat-là? Ok, merci beaucoup. Avant d'aller sur les bailleurs, permettez-moi, très rapidement, permettez-moi de dire que lorsqu'on parle de processus pour avoir autorisation, on parle des moyens. Et quand on parle des moyens, c'est que d'une manière ou d'une autre, on est dans la logique de limiter sans pour autant vouloir certaines organisations qui font un bon travail sur le terrain. Donc, ce que je voudrais dire par là, c'est d'abord lancer rapidement un plaidoyer pour que d'abord le processus pour avoir les papiers nécessaires soit des processus beaucoup plus flexibles et accessibles, surtout pour les organisations communautaires de base qui sont peu formelles mais qui font un travail remarquable sur le terrain. Ça, c'est un plaidoyer que je fais au niveau du ministère. Maintenant, concernant les bailleurs, les responsabilités sont beaucoup plus en jeu parce que si depuis lors, nous n'avons pas de résultats beaucoup plus probants, c'est juste parce que certaines actions ont montré leurs limites. Et si les jeunes sont impliqués et les jeunes sont au cœur des actions, il faudrait qu'on cesse de mettre les jeunes dans les ateliers en tant qu'objet de décoration. Il faudrait maintenant que les jeunes soient impliqués et dans la phase d'élaboration des projets, dans la phase d'exécution des projets et dans la phase de suivi des projets. Qu'on écoute les jeunes et qu'on met les jeunes devant pour pouvoir trouver les résultats. Ça, c'est le 1. Deuxième des choses qui revient aux bailleurs, c'est de mettre en place des financements flexibles et accessibles, je le dis. Parce que les organisations aujourd'hui qui sont dans les faits, c'est-à-dire les grandes organisations qui trouvent les projets, ne sont pas forcément les organisations qui sont dans les communautés. C'est les organisations qui s'appuient sur les organisations communautaires de base qui ne sont rien d'autre que les associations de jeunes qui sont dans les communautés. Donc, il faut trouver un moyen pour accorder des financements beaucoup plus flexibles aux organisations de jeunes là qui sont dans les communautés, qui sont beaucoup plus proches des jeunes et qui font un travail remarquable. Il faut qu'on accompagne ces organisations-là pour beaucoup plus quantifier les résultats et ne pas oublier la synergie et encourager fortement la synergie de ces organisations-là. Merci. Alors, nous allons finir cette émission, mais avant, puisqu'on parle de synergie d'action, je le disais à l'entame, vous êtes sur ce plateau grâce à la coalition RHRM2,
Alors, je vais vous permettre donc d'expliquer à nos internautes ce qu'on peut comprendre par cette coalition-là et quel est véritablement son rôle. Alors, merci beaucoup. Comme vous l'avez dit, RHRN2, c'est un sigle, c'est en anglais, c'est Right Here, Right Now. Nos droits ici, les droits maintenant. Right Here, Right Now, c'est la deuxième phase du projet. La première phase, elle a été quand même exécutée beaucoup plus avec les pays de l'Afrique centrale et de l'Afrique de l'Est. Aujourd'hui, le Bénin a l'opportunité d'en bénéficier. Comme vous l'avez dit, la coalition elle est constituée de 4 organisations de la société civile très connues. Il s'agit par exemple de l'Association béninoise pour la promotion de la famille, l'ABPF, qui est pionnière en matière de santé de reproduction au Bénin, de l'Association des blogueurs du Bénin, qui sont quand même ce collège-là d'activistes qui assure la veille citoyenne. C'est pratiquement une fêtière. Quand on prend l'AB Bénin, c'est une fêtière des blogueurs du Bénin qui assure quand même, qui s'assure de ce que la bonne information est circulée dans les réseaux, sur les réseaux sociaux. En dehors de ces 2 organisations, il y a aussi le Roi Gelf, qui est le réseau ouest-africain des jeunes femmes leaders, qui est un réseau qui milite beaucoup plus à renforcer les capacités des filles et assurer le leadership féminin dans notre pays, ici au Bénin. Et ensuite, nous avons Bénin Synergie Plus, qui est une organisation qui milite pour le bien-être des populations clés, les personnes marginalisées, les personnes en situation de vulnérabilité. Alors, le projet Right Here, Right Now, c'est un projet qui vise à faire la vulgarisation des droits en santé sexuelle et reproductive. Et cela à l'endroit de toutes les couches de la population, y compris les populations clés, les minorités sexuelles, y compris les personnes vulnérables en situation peut-être les personnes réfugiées, les personnes vraiment en situation de vulnérabilité. Donc voilà, le projet travaille sur plusieurs volets. Il y a le mariage précoce et forcé, il y a également le bien-être des personnes membres des populations clés, il y a le bien-être des jeunes et des adolescents. Donc, s'assurer que vraiment chaque adolescent et jeune bénéficie de ses droits en santé sexuelle et reproductive sans discrimination aucune. Et dans un environnement de tolérance complète. Alors, nous allons finir cette émission. Je vais vous laisser donc dire votre mot de fin et profiter pour faire un plaidoyer à l'endroit donc du gouvernement. Merci beaucoup. Je crois que mon mot de fin, ce n'est rien d'autre que les droits ici et maintenant, parce que c'est de ça il est question. Les droits ici et maintenant, parce que en tant que jeunes, si nous sommes mal formés ou mal informés, c'est sûr que la génération future aura de problèmes. Et donc, du coup, je voudrais vraiment que qu'on regarde bien les contenus qui sont dispensés dans les curricula de formation et qu'on renforce l'accès à l'éducation des adolescents et jeunes à la bonne information. Mon plaidoyer qui va au niveau du gouvernement du Bénin, c'est que nous avons travaillé, nous avons veillé pour que la loi sur l'IVG soit adoptée. Aujourd'hui, je voudrais, avec la main sur le cœur, demander au gouvernement de ne pas céder aux intimidations, de ne pas céder à la pression. C'est vrai, lorsqu'il y a un document si précieux comme ça qui vient bouger les lignes, ça doit gêner. Mais lorsqu'on parle de l'IVG, ce n'est pas une question de croyance, ce n'est pas une question d'idéologie, mais c'est une urgence sanitaire. Il faudrait que cette loi soit promulguée le plus tôt que possible pour le bonheur des jeunes, mais surtout des femmes et des filles. Merci. Oui. Merci beaucoup. Je voudrais préciser que la loi n'aborde pas que le volet IVG. Il y a beaucoup plus de compléments également sur les autres axes de la santé et de reproduction qu'il faut considérer et qu'il urge justement de promulguer, de divulguer, de permettre quand même la vulgarisation de cette loi-là un peu partout au niveau des populations. Moi, mon mot de fin et mon plaidoyer bien entendu, c'est à l'endroit des différents ministères qui sont en charge des volets relatifs aux EDD 5 et 2
pour dire quoi? C'est que le projet Right Here, Right Now, c'est un projet qui vient aujourd'hui pour aider justement à la concrétisation de tout ce qui est déjà fait au Bénin. Il y a beaucoup d'actions qui sont menées justement, il y a beaucoup de bailleurs qui sont sur le terrain, il y a beaucoup de personnes, beaucoup d'organisations sur le terrain. Et au niveau de la coalition RHRN2 aussi, on a besoin de l'appui du gouvernement, on a besoin de se sentir soutenu justement parce que la coalition fait beaucoup. C'est ça. Et vraiment, il y a beaucoup de formations, il y a beaucoup de choses, comment parler de la santé de reproduction sur les réseaux sociaux et tout, comment divulguer la bonne information, comment s'assurer que tout le monde au Bénin bénéficie vraiment de ses droits en santé sexuelle et reproductive. Alors oui, il serait bien que justement ce projet-là soit reconnu quand même et soit valorisé quand même par notre pays, par l'État béninois. En dehors de cela, je tiens encore une fois à remercier justement chacune de ces organisations membres de la coalition RHRN2. Je veux bien entendu parler de l'ABPF, l'Association béninoise pour la promotion de la famille, l'Association des blogueurs du Bénin, le ROAGEF et BESIP, qui n'ont pas hésité à mettre leurs efforts en commun. C'est là qu'il s'agit de la synergie d'action. C'est cela même, la synergie d'action dont on est en train de parler. Se mettre ensemble pour obtenir des financements afin d'impacter notre communauté. Et je pense que c'est un exemple que la plupart des organisations de la société civile devraient suivre parce que seul on gagne. Mais ensemble, on a des victoires. On a plusieurs victoires. Donc, allons-y ensemble, réussissons ensemble parce que notre objectif, c'est le bien-être de tous. C'est ça. Donc, si on y va tous ensemble, on réussira tous ensemble. Je tiens à remercier donc voilà le projet. Rutgers aussi qui est le partenaire sur ce projet qui n'hésite pas à appuyer techniquement, financièrement les membres de la coalition. Et ils font beaucoup de formations avec les différents membres. Donc Rutgers, merci beaucoup à cette organisation internationale-là qui n'a pas hésité à faire confiance justement à nos organisations de la société civile du Bénin. Alors, je rappelle que vous êtes Kifaya Toko Chabi, vous êtes officier junior au programme jeune de l'ABPF, oui, spécialiste en plaidoyer en faveur de droits en santé sexuelle et reproduction. Oui. Et vous êtes Hubin Awangbasso, consultant indépendant en mobilisation sociale, président de l'ONG Jeunesse, Regard et Action. Justement. Alors, merci d'avoir été là. Merci à vous. À vous, chers amis internautes, merci de nous avoir suivis. Nous avons parlé de l'éducation à la santé sexuelle. Quels défis pour atteindre les jeunes? J'étais sur ce plateau avec deux spécialistes donc de ce secteur-là. Il s'agit de Kifayat Toko Chabi et de Hubin Awangbasso. De long à large, nous avons abordé cette thématique. On retient que les acteurs, que ce soit le gouvernement, la société civile, les parents, tous doivent donc se donner la main. L'objectif reste le renforcement de l'éducation à la santé sexuelle. Merci d'avoir été là et à la prochaine. Merci.